Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Vlogtober numéro 27. Aujourd'hui, on se retrouve pour un Vlogtober un petit peu particulier puisque je vais répondre aux questions que vous n'avez jamais osé me poser dans ce Vlogtober qui va être un peu une FAQ pendant que je cuisine pour manger ce midi parce qu'on pète la dalle ici. Vous êtes toutes et tous extrêmement curieux. Il y a beaucoup de questions que vous avez posées auxquelles je ne vais pas répondre parce qu'elles sont extrêmement problématiques. Vous avez vraiment pris le côté questions qu'on n'a jamais osé poser, au sens littéral pour certains. Je vous ai demandé de me poser ces questions dans mon canal Instagram. Donc si vous n'êtes toujours pas dans le canal Instagram, eh ben vous avez raté l'opportunité de me poser des questions un petit peu croustillantes quoi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas, c'est hyper cool. C'est là où généralement je divulgue des infos que je divulgue pas ailleurs, ou alors je divulgue les infos là-bas en avant-première pour tout le monde. Donc si vraiment vous avez envie de savoir, c'est le canal Instagram, n'hésitez pas. Bon, pendant que j'épluche mes carottes, on va commencer par la première question. Cette question, elle me tue. Est-ce que c'est vrai que tu prends toujours le train en première classe dans tes vlogs, même dans tes tout premiers vlogs 2015, 2016, 2017, on te voit quasi tout le temps en première classe, mais zéro reproche, tu slay. J'adore cette question. Oui, c'est vrai, je prends toujours le train en première classe. Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est parce que j'ai les moyens, donc je le fais. La deuxième raison c'est parce que je passe littéralement ma vie dans le train, donc j'ai envie d'être dans un endroit et dans un train on va dire confortable, il n'y a rien à faire. Les sièges dans la première classe sont souvent mieux. T'as plus d'espace pour tes valises, plus d'espace pour tes jambes, plus d'espace pour toi. Et quand tu passes ta vie dans les transports, autant te dire que c'est plutôt nécessaire. Et la dernière raison qui n'est pas négligeable dans mon cas, c'est parce que en fait, quand je vais en première classe, eh ben, je me fais moins embêter. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Ben, très sincèrement, il y a encore beaucoup de fois où c'est très récurrent que je me fasse reconnaître quand je suis dans les transports, dans le train, etc. Ben, en première classe, il y a plutôt, on va dire, des gens qui sont soit en voyage d'affaires, des gens plus âgés, etc., qui connaissent pas forcément qui je suis ou ce que je fais. Et donc, bah, je suis un peu plus incognito et donc un peu plus tranquille. Ce qui est non négligeable quand, encore une fois, tu passes 3-4 heures dans ton train et que t'as du taf ou des choses à faire et que t'as envie d'être tranquille. Parce que ça, je l'ai déjà vécu et je pense que je vous l'ai déjà raconté. D'avoir des gens qui passent 36 fois devant ton siège pour être sûr que c'est bien toi et te filmer en tsum tsum. Parce que même s'il y a des gens qui sont polis, il y a des gens qui ne le sont pas. C'est le genre de choses que j'essaye d'éviter en allant en première classe. Surtout qu'en plus, on a souvent tendance à dire que la première classe est beaucoup plus chère que la seconde. Des fois, il y a que 10 balles ou 20 balles, même pas de diff. Donc bah voilà, si je peux me le permettre, je le fais. J'avoue que c'est un confort non négligeable dans ma situation où je passe littéralement mon temps dans le train quoi. Mais il y a quand même des fois où il n'y a pas de place en première et l'horaire me va pas donc je prends de la seconde et je vis très bien. Je ne suis pas à ce stade de me dire genre c'est de la première ou c'est rien, j'en ai rien à foutre. C'est juste que quand j'ai la possibilité, je le prends. Cette question est très bizarre mais pourtant elle me fait un peu rire j'avoue. Je tremble, j'ai bu trop de café et j'ai pas assez mangé ce matin. C'est déconné. Je dois manger le matin. Deuxième question. Qu'est-ce qui t'empêche de ralentir dans ton travail malgré ta fatigue? Est-ce que c'est le sentiment de devoir quelque chose aux gens, la passion, garder ton niveau de vie ou autre? C'est une très bonne question. Il y a plusieurs réponses en fait. La première raison, c'est parce que j'aime ce que je fais. Profondément, en fait, j'adore mon travail et je sais que c'est pas donné à tout le monde aujourd'hui de faire ce que j'appelle un métier passion. En fait, j'en ai pleinement conscience et pour moi, c'est vraiment un privilège. Et demain, si j'arrêtais ce que je faisais, bah, je serais triste parce que même si parfois, il y a des périodes où c'est plus difficile, où je me plains un peu plus, etc., bah, ce qui est normal quand en fait t'es un peu sous l'eau, que t'aimes ou que t'aimes pas ton travail, à un moment donné, quand t'es sous l'eau et c'est difficile. Et donc, c'est un petit peu comme quand vous avez un hobby, un de mes hobbies en tout cas, c'est mon taf. Donc il y a cette raison-là, le fait que j'adore profondément ce que je fais.
La deuxième chose, et la raison pour laquelle je ralentis pas, je pense que dans mon milieu, il faut saisir les opportunités quand elles arrivent. Et une opportunité est trop vite passée et malheureusement, on a beau dire les opportunités peuvent se représenter, dans mon secteur, elles se représentent pas toujours. J'ai un peu ce côté FOMO déjà, de me dire que je vais peut-être rater une opportunité, mais aussi je sais que dans ce milieu, t'es facilement remplaçable, les gens peuvent facilement passer à autre chose, arrêter de te regarder d'autres personnes, etc. Mais en attendant, c'est quand même mon métier, donc ça me fait quand même vivre. Et il y a forcément une pression de toujours être là à certains endroits, certains moments, pour continuer en fait à saisir les opportunités de visibilité, de travail. Parce que si tu les saisis pas, quelqu'un d'autre les prendra à ta place et évidemment tu peux pas toujours tout accepter et être partout en même temps, partout à la fois. Mais c'est ce qui fait que t'as des chouettes contrats, t'as de la visibilité. Je sais que c'est un peu tabou, je sais pas à quel point les gens parlent vraiment de ça, mais c'est un peu stressant parce que tu peux pas vraiment ralentir, parce que tu sais que si tu ralentis trop, en fait les gens vont t'oublier. Donc si les gens t'oublient, te regardent plus, il y aura toujours un corps en fait qui va continuer à te suivre. Mais la visibilité fait qu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des contrats, des partenariats et aussi des gens qui continuent à suivre nos aventures comme ici sur ces vlogs. Donc il y a aussi cette pression là en fait, cette pression d'avoir le FOMO et de me dire que je peux pas me permettre aujourd'hui de ralentir pour ça parce que je veux saisir les opportunités avant qu'en fait elles m'échappent. On va mettre les carottes et les oignons. Et la troisième raison pour laquelle je ralentis pas, aujourd'hui, on sait réellement pas combien de temps ça va durer et donc je pars du principe que comme on sait pas si demain tout va s'arrêter, comme je le dis tout le temps, aujourd'hui, on est très dépendant nous des plateformes, etc. Si demain YouTube décide de shut down pour des raisons économiques, politiques, etc., ou n'importe quelle plateforme sur laquelle on travaille décide de fermer ou de renforcer sa sécurité ou de censurer encore plus, en fait nous on perd aussi notre moyen de subsistance. Donc, il faut quand même faire attention en se disant que toute opportunité est bonne à prendre. Profitons-en tant qu'en fait c'est possible et que ça fonctionne. Moi, c'est comme ça que mon mindset est. C'est plus, on a des super opportunités, c'est maintenant qu'elles se présentent. On ne sait pas si elles continueront à se présenter dans le futur. Donc, autant les saisir tant qu'elles sont là, en fait, pour pas avoir de regrets plus tard. Et pourquoi est-ce que je ralentis pas ? Encore une fois, ça c'est une quatrième raison, comme quoi la question était quand même intéressante, c'est qu'en fait, je peux le faire. J'ai pas d'enfant à charge. Je suis en couple, mais hyper libre dans mon couple où en fait on est très indépendants tous les deux. J'ai pas en fait un mec qui me demande d'être là très souvent, qui me demande beaucoup de présence et qui comprend tout à fait ce que je fais. J'ai vraiment aujourd'hui le temps. J'ai pas de raison en fait de ralentir. Donc peut-être que demain quand j'aurai des enfants, quand j'aurai une vie différente, peut-être que là je ralentirai. Mais là j'ai pas de raison de ralentir. Je suis en bonne santé, je suis jeune, mon taf fonctionne bien, les opportunités sont là, j'y vais quoi, tu vois, je fonce dans le tas, je me dis c'est maintenant ou jamais. Et encore une fois en fait je me dis autant faire maintenant quand c'est possible parce que peut-être que quand j'aurai des enfants, ce sera plus difficile. Donc voilà. On va rajouter le bouillon dans mon petit mijoté. Parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais on va faire une purée à base de carottes, oignons, lentilles, corail. Miam miam miam, je vais couvrir. Je fais un petit clean et je reviens pour la suite des questions. Ta relation avec Jill, c'est comment? Alors, c'est une question qui revient très souvent puisque on a plus ou moins le même style de contenu. On a pu faire des vidéos ensemble et se côtoyer par le passé. Donc je comprends tout à fait que cette question revienne, que ce soit dans cette FAQ là ou alors dans mes vidéos plus paranormales, etc. Écoutez, c'est très simple. Avec Jill, on se suit plus sur les réseaux sociaux, on ne se parle plus et on ne se voit plus. Voilà, écoutez, c'est la vie, des chemins différents se prennent et c'est comme ça. As-tu la nationalité belge? Sinon, voudrais-tu l'avoir? Alors non, je n'ai pas la nationalité belge. Comme je disais dans un de mes tout récents vlogs d'ailleurs, je suis franco-suisse, donc j'ai déjà une double nationalité avec la Suisse. Et non, ça ne m'intéresse pas du tout d'avoir la nationalité belge puisque j'en ai déjà deux et que ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi, j'avoue. Donc non, en fait, j'ai pas envie et je la prendrai sûrement pas. Je fais partie de ce qu'on appelle des expats, même si c'est un petit peu marrant à dire parce que en fait pour moi la connotation expatrié, c'est vraiment quand tu pars de ta patrie, mais pour moi la Belgique c'est pas non plus à 30 000 km de la France, donc en fait quand on pense aux expats, on pense souvent en fait à des gens qui partent à l'autre bout de la planète, alors que moi je suis juste partie en Belgique, mais pourtant je fais quand même partie du club des expatriés. Alors cette question, faut vraiment que j'y mette un terme parce que je la vois sous tous mes vlogs. C'est un truc que je vois très souvent. Il y a quelqu'un qui me dit: as-tu conscience d'être HPI? As-tu fait les tests? Je suis absolument persuadée que tu l'es. Maintenant,
Franchement, je vais dire quelque chose, je vais le dire qu'une seule fois et je le redirai pas, mais je vais quand même le dire. Je pense que c'est important d'arrêter de s'auto-diagnostiquer. Je pense que les médecins, les psychologues, les psychiatres sont là pour une bonne raison et que faire un test sur internet, regarder un TikTok qui vous dit que vous êtes TDA, TDAH, bipolaire, HPI, n'importe quel trouble aujourd'hui qui existe, ne veut pas spécialement dire que parce que vous avez une de ces caractéristiques, vous l'êtes nécessairement. Ça compte pour vous et ça compte aussi pour les autres. Je trouve que ce serait bien de se mêler de ces affaires une bonne fois pour toutes et d'arrêter en fait de commencer à prêter des symptômes, syndromes, troubles à des gens que vous ne connaissez qu'au travers d'un écran et que par le prisme qu'on a bien décidé de vous montrer. Franchement, je vous avoue que je suis toujours extrêmement en fait choquée par ce genre de questions et là vous allez me dire mais Marie t'as dit que c'était des questions qu'on n'osait pas te poser. Ça c'est un truc que je revois dans chacun de mes vlogs. On me dit que je suis HPI, on me dit que je suis hypersensible, on me dit que je suis TDA, on me dit que je suis ci, on me dit que je suis ça. Écoutez, je pense qu'on est dans une ère aujourd'hui où malheureusement on fait passer des traits de personnalité pour des troubles parce que dans certains cas c'est plus facile de croire qu'on a un trouble que d'assumer qu'on a des traits de personnalité un peu galères à gérer, ok? Il y a aussi des gens, et ça je pourrais en parler pendant des heures, qui se créent une personnalité en fonction de leurs troubles et qui se trouvent des troubles pour se créer des personnalités. Faut quand même faire attention à ce qu'on voit sur les réseaux. Tout le monde n'a pas un trouble. C'est pas parce que vous arrivez pas à vous concentrer sur une tâche que vous êtes TDA ou TDAH. C'est pas parce que vous pleurez devant un film que vous êtes hypersensible. C'est pas parce que vous avez du mal à gérer vos émotions, etc. que vous êtes forcément HPI. Il faut vraiment, les amis, je vous le dis, il faut prendre beaucoup de recul avec ça. Tout le monde va être catégorisé de portant un trouble ou névrosé ou quoi ou qui ou qu'est-ce et on va juste pas s'en sortir. Enfin, il faut faire attention. Surtout, il faut faire encore plus attention à ne pas se cacher sa personnalité, cacher des défauts ou des petites choses qu'on n'aime pas chez nous, etc. derrière un trouble. C'est juste qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus qu'avant et c'est une très bonne chose parce que à l'époque, on a sous-estimé, je pense, l'importance de la santé mentale et des troubles psychiques et psychologiques. Maintenant, c'est pas parce qu'on en parle plus aujourd'hui et que beaucoup plus de gens se font diagnostiquer qu'il faut s'auto-diagnostiquer soi-même et repérer des diagnostics chez des gens qu'on ne connaît pas. C'est très dangereux. Faites attention vraiment. Sachez que c'est à moi qu'il incombe la tâche et le choix de vous partager ou non ce diagnostic. Surtout que pour avoir un petit peu étudié la question, la complexité du HP elle est telle que, à moins de vous faire diagnostiquer par plusieurs psychiatres, vous pouvez pas aujourd'hui savoir si vous êtes HP ou HPI ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, tu peux être HP, donc haut potentiel, dans certaines catégories, dans certains items, mais pas dans tous. Donc par exemple, tu peux être haut potentiel émotionnel, tu peux être haut potentiel logique, tu peux être haut potentiel sensibilité, tu peux être machin, et tu peux être l'un et pas l'autre. Donc en fait, c'est pour vous dire à quel point c'est complexe. C'est probable en fait qu'on le soit tous dans au moins une catégorie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait on a tous un potentiel différent dans chaque item de nos vies et qu'on est tous plus ou moins sensibles à quelque chose, meilleurs dans quelque chose et donc c'est possible en fait que quasiment toute la population soit HP dans certains items. Si vous avez un doute, allez chez le médecin. Voilà. Dans le dernier bureau des lettres oubliées, tu as mentionné qu'il y a eu une problématique sur une histoire qui aurait été racontée sans le consentement de la personne concernée. Peux-tu nous raconter? Alors je l'ai déjà raconté en live sur Twitch, mais je vais vous le raconter ici si jamais ça vous intéresse. Donc vous le savez, le bureau des lettres oubliées, c'est l'émission que j'ai une fois par mois sur Twitch et que vous pouvez voir en replay sur YouTube. Et dans cette émission, je propose à mes abonnés, donc à vous, de m'envoyer des histoires paranormales qui auraient pu éventuellement vous arriver. Je crois que c'était pendant la deuxième émission. Il me semble que c'était avec Max Kais. Il y a une abonnée qui nous avait envoyé une histoire qu'on avait trouvée bien et donc qu'on avait raconté pendant l'émission. Et en fait, il s'est avéré que peut-être 3-4 mois plus tard, enfin du coup on avait déjà bien enchaîné les autres BLO, je reçois un mail un jour d'une nana qui me dit « Bonjour, je ne vous connais pas. Il a été porté à ma connaissance que mon histoire a été racontée dans une de vos vidéos YouTube. Or, je n'étais pas au courant et cette histoire pourrait me porter énormément préjudice parce que c'est quelque chose de très personnel qui m'est arrivé. J'ai peur d'être reconnaissable dans la vidéo parce qu'il y a énormément de détails et en fait je crains pour ma sécurité et aussi d'un point de vue familial, je n'avais raconté cette histoire à personne et elle ne peut pas être divulguée sur internet. Et là je commence à paniquer, je me dis merde attends mais comment c'est possible parce que nous en fait à chaque fois que on fait le BLO et en fait dans le questionnaire, les gens doivent nous raconter leur histoire, ils ont aussi la possibilité de rester anonymes, c'est-à-dire
c'est-à-dire que si c'est une histoire qui vous est arrivée et que vous ne souhaitez pas en fait que votre nom soit divulgué, vous pouvez cocher une case et nous en fait on change les noms tout simplement et le nom des villes et vos prénoms à vous pour que ça reste 100% anonyme en fait. Donc là je me dis mince, en fait cette nana elle a oublié de cocher sur la case, enfin il y a eu un problème en fait. Et quand j'échange avec elle, dans la foulée je reçois un message de la meuf en question qui avait envoyé l'histoire. Et là en fait la meuf me dit je suis désolée, je réalise que en fait je ne te l'ai pas dit, mais je ne t'ai pas envoyé mon histoire à moi, j'ai envoyé l'histoire de ma collègue. Et en fait elle avait pas demandé à sa collègue l'autorisation de raconter son histoire. Je fais ma purée sinon je vais pas pouvoir vous raconter quoi Clément. Et là, en fait, se joue un espèce de truc un peu chelou entre les deux, où d'un côté, j'ai les mails de la nana qui, bah du coup, voulait pas que son histoire soit divulguée alors qu'elle a été divulguée. Moi, qui suis en mode, bah désolée, mais là, c'est compliqué, je peux pas faire grand chose parce que la vidéo a été publiée. Et donc, en fait, une fois que la vidéo est publiée, c'est difficile de revenir en arrière, passer un certain nombre de temps. On peut plus modifier le montage, y compris sur YouTube. Donc, en fait, c'était déjà sorti. Moi, je savais pas quoi faire, j'allais pas supprimer ma vidéo parce qu'en fait, c'était pas de ma faute. Malheureusement, j'étais un peu dans une situation où, à partir du moment où l'histoire est racontée et que tu consens à la raconter, je peux pas moi vérifier déjà de 1 si l'histoire est vraie ou pas, je peux pas vérifier en fait que c'est la tienne ou pas, donc j'étais super mal à l'aise et donc j'essayais d'expliquer à la meuf bah du coup qui voulait que je supprime la vidéo parce que c'était son histoire, que ça allait être difficile etc. Et à côté de ça j'avais l'autre qui avait raconté l'histoire qui me disait il faut absolument que tu fasses supprimer, je suis désolée j'aurais pas dû mais là je risque gros moi aussi de mon côté parce que bah en fait elle avait peur de se faire licencier tout simplement parce que bah elle avait raconté l'histoire d'une de ses collègues en fait. Donc bon, je me suis retrouvée au milieu d'une histoire de amour, gloire et beauté. Il s'avère que heureusement pour moi que je connais quand même quelques personnes chez YouTube et donc j'ai réussi à négocier avec eux pour que la vidéo, bah, je puisse du coup la modifier même si elle était postée. Donc j'ai réussi à faire supprimer l'histoire de la vidéo sans que ça impacte ni bah, les vues ni quoi que ce soit parce que bah, c'était quand même une grosse vidéo. Vous savez, le BLO ça demande beaucoup de budget, c'est beaucoup de taf et c'est chiant. Enfin ça aurait été très chiant pour moi d'avoir à supprimer une vidéo comme ça, je vous le cache pas. Heureusement, on a réussi à trouver une solution et entre guillemets tout est bien qui finit bien. Mais suite à ça, dans le formulaire, on a bien rajouté qu'il fallait que les histoires appartiennent aux personnes parce que sans quoi on pourrait rien faire en cas de divulgation d'une histoire qui n'est pas celle de la personne concernée quoi. Enfin bon bref, c'était compliqué cette situation, mais elle a été réglée, mais vraiment je me suis retrouvée au milieu d'une histoire un peu sordide. Donc ne faites pas ça, et ne faites pas ça pour le BLO, mais ne faites pas ça tout court en fait. Après vous me direz, si la collègue voulait pas que ça se sache, elle aurait peut-être juste pas dû raconter l'histoire dès le départ. C'est ce que je lui ai dit aussi au début. Et d'ailleurs, je lui ai sorti une phrase à la nana, parce que je me suis dit, il faut quand même que je lui donne un petit conseil à cette meuf. Il y a une citation dans ma famille qu'on dit souvent, ce que tu dis appartient à ton ennemi. Voilà. Donc à partir de là, si vous avez un doute, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ça c'est une autre citation, faites attention à ce que vous dites, et faites attention à qui vous le dites, parce que même s'il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils sont bienveillants avec vous, malheureusement par derrière, vous savez pas toujours ce qui se passe, et quand vous le découvrez, bah ça pique. Tu as mentionné prendre un appart à Paris pour te faciliter la vie, avec les déplacements, la charge de booker un hôtel, etc. Quels sont tes pour et tes contre? Mes pour, bah, c'est évidemment de pouvoir avoir un pied-à-terre et un endroit où je peux laisser des affaires, où je peux laisser des trucs à moi, et pas toujours être dans les valises. C'est quelque chose qui pour moi est un peu pesant, enfin c'est pas un peu, c'est très pesant. Et donc j'adorerais pouvoir avoir un endroit comme ça où je peux sur un coup de tête me dire ok bah là je peux aller dormir à Paris sans avoir besoin de prendre un hôtel si j'ai besoin pour un événement particulier par exemple. Et puis c'est tout bête mais par exemple Jelly je peux jamais la prendre avec moi parce qu'à chaque fois sinon je suis obligée de prendre des hôtels qui prennent les chiens, il n'y a pas toujours des disponibilités, pas toujours des disponibilités dans les endroits où je suis en fonction parce que Paris c'est grand. Donc en fait il y a plein de difficultés comme ça qui font que bah évidemment ça me faciliterait grandement la vie de pouvoir prendre un appart à Paris parce que bah, j'aurais plus toute cette charge mentale de devoir booker des hôtels, faire des valises, des timings aussi dans mon emploi du temps pour me dire là je peux y aller, là je peux pas y aller. En fait juste si j'ai un appart, c'est plus simple. Les contre c'est quoi? Bah écoutez il y en a plusieurs. Déjà je trouve le marché de l'immobilier à Paris hors de prix et en fait je serais plus rentable en prenant un appart que en continuant en fait de payer des hôtels tous les 4 matins, ça c'est sûr, mais je serais pas rentable sur tous les mois de l'année. C'est aussi une des problématiques que j'ai, c'est que oui c'est intéressant, mais que pour certaines périodes, dans les périodes de rush. C'est vrai que septembre, octobre, décembre c'est des très grosses périodes et donc ça me faciliterait la vie. Mais il y a aussi des périodes où bah je suis pas à Paris, genre juillet j'y suis un peu, août j'y suis pas du tout. Il y a des moments dans l'année où genre j'y suis pas quoi.
à partir de ce moment-là, bah c'est plus très rentable. En fait, j'y suis très souvent et en même temps pas assez souvent pour que ce soit totalement rentabilisé de prendre un appart. Parce qu'on pourrait très bien se dire que je peux faire de la location de l'appartement quand je ne suis pas là, mais ça c'est encore aussi toute une histoire, c'est-à-dire que tu dois trouver des gens pour t'en occuper parce que moi je sais que j'aurai pas le temps. Du coup, ça te fait des frais supplémentaires d'avoir une agence qui gère ton appart soit en Airbnb, soit en location classique. Enfin voilà, pas hyper pratique. Donc c'est pour ça que je suis en train de réfléchir, je pèse un petit peu les pour et les contre. Là, il y a d'autres changements qui vont avoir lieu, donc du coup potentiellement que ça va un peu passer à la trappe. Et puis en fait, un des contres aussi, c'est que pour l'instant, honnêtement, c'est pas mon projet number one. Genre, j'ai d'autres projets, même financiers, des placements financiers que j'ai envie de faire. Et pour l'instant, acheter un appartement à Paris, c'est pas mon placement financier. Bref, les number one quoi. Peut-être un jour j'en aurai vraiment ras-le-bol et là je me dirais bon let's go. Mais pour l'instant je pense que je peux encore gérer. À quand ton entrée dans le BookTok, on veut tes recommandations de livres. Écoutez, jamais. Après on dit il faut jamais dire jamais. Mais je pensais avoir à peu près tout vu sur les réseaux. Et un jour, j'ai découvert le BookTok. Et là, j'ai réalisé que j'avais pas tout vu. Mon avis, c'est que tous les sujets qu'on va appeler niche, par exemple la littérature, enfin le livre, donc le BookTok, le Clean Talk, je sais pas moi, des trucs comme ça. Dès qu'en fait on parle d'un sujet un peu niche, et un que je connais bien, qui est le métal, on va toujours se heurter à ce qu'on appelle des puristes, à des fans hardcore, qui eux, en fait, vivent dans un prisme et n'acceptent pas que d'autres personnes arrivent dans leur monde. Je m'explique. Je vais donner un exemple concret que je connais moi pour le métal et vous allez vite voir le parallèle avec le BookTok. En gros, dans le milieu du métal, depuis quelques temps, il y a de plus en plus de groupes un peu ce qu'on appelle mainstream en tout cas, qui débarquent et il y a beaucoup de gens qui découvrent à peine le métal via des groupes, on va dire, d'une branche qui s'appelle le metalcore et qui commencent un petit peu à kiffer et à s'intéresser au milieu du métal. Sauf que le truc, c'est que comme on en parle un petit peu plus, vous voyez avec des festivals qui essayent aussi de se rendre un peu plus mainstream, hein, comme le Hellfest, etc. On voit un petit peu plus de métal sur les réseaux, etc., etc. Bah en fait, le métal n'est plus qu'une niche, mais il devient un petit peu mainstream. Et avec le fait que le métal devienne mainstream, et encore on n'en est pas non plus au niveau de t'as capté, c'est pas Sabrina Carpenter, et ben le problème c'est que les puristes, donc ceux qui étaient là depuis le début, ceux qui par exemple quand ils te croisent dans la rue avec un t-shirt Nirvana te demandent de citer tous les albums, et ben eux ils sont en train de péter les plombs. Ils pètent les plombs parce qu'ils ont la sensation que si leur passion première, parce qu'ils étaient là avant, parce que ça leur a sauvé la vie, parce que c'est une passion qu'ils ont dans la vie, etc. En fait, ils ont peur que si des gens, en fait, qui étaient pas fans comme eux de base, deviennent fans du truc, ça leur enlève leur passion. Enfin, vous voyez, ça décrédibilise ce qu'ils sont, ce qu'ils font et leur passion. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus, en gros, ta niche va devenir mainstream, plus, eh ben, t'as de chances qu'il y ait des budgets pour ta passion, par exemple, je sais pas. Si on prend toujours le métal, plus le métal va devenir mainstream, plus il y a des chances qu'il y ait de plus en plus de concerts, de dates en France, qu'il y ait de plus en plus de festivals, et au final, tout le monde est gagnant, puisque, bah, à la fin, tu kiffes le métal, les gens plus mainstream qui kiffent le métal peuvent y aller aussi. En fait, c'est juste un cercle vertueux. À la fin, juste on a plus de budget dans notre passion et donc du coup, bah on a plus de choses, plus de concerts, plus de spectacles, plus de merch, plus de trucs, plus de tout. Donc en fait, c'est que une boucle vertueuse. Mais il y a des gens qui sont des fans hardcore et qui ne supportent pas que d'autres personnes arrivent dans leur niche parce que ça les ennuie, ça leur donne en fait le FOMO, ils ont l'impression qu'en fait on va leur enlever un truc à eux. Alors que pour moi la passion elle reste intacte. Évidemment, c'est clair que aujourd'hui quand je vois des meufs qui arrivent et qui me disent je suis fan de certains groupes alors que moi je les écoute depuis forever. C'est vrai, la première fois que la meuf m'a dit je viens de découvrir BMTH, donc Bring Me the Horizon, je suis en mode putain trop bien, c'est quoi ton album préféré? Je vais poser la question parce que moi aussi je suis vraiment fan. En fait elle va me sortir le dernier et je lui dis ah mais t'écoutes depuis combien de temps? Bah là je viens de commencer, bah, je suis en mode trop bien, même si c'est vrai que à titre perso j'écoute BMTH depuis l'époque où j'avais un putain de t-shirt Drop Dead à l'école et que tout le monde me prenait pour une weirdo, ok? Et en fait moi je trouve ça trop cool parce que du coup qu'est-ce qui se passe avec cette montée? Et ben BMTH ils tournent beaucoup plus, ils sont devenus hyper hype, on les voit grave et moi je suis trop contente parce que du coup ils ont du budget, ils peuvent continuer à tourner, c'est mon groupe préféré et c'est trop bien. Et ça c'est aussi grâce au réseau, grâce au fait que ça soit devenu plus mainstream. Bref, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis ça, parce que pour moi le BookTok je le vois exactement de la même manière. C'est un milieu dans lequel c'est très fermé, certaines personnes en fait ont peur que parce que les livres ça devienne plus mainstream, bah en fait on va leur enlever une partie de leur passion et ça décrédibilise leur passion à eux. Et malheureusement, bah en fait avec la peur d'être décrédibilisé et avec la peur en fait que leur passion leur glisse des mains, et ben quand il y a de la peur, il y a, et ben malheureusement il y a de la méchanceté, il y a de la haine, il y a des gens qui parlent pas bien et il y a une espèce de ligue qui se monte contre les gens en fait qui arrivent en fait sur leur place. C'est un petit peu comme si en fait t'avais une guerre de gang, tu vois, t'as ton territoire, t'es là depuis longtemps, t'as toujours aimé les livres, t'es ci, t'es ça, puis là t'as d'autres gens qui commencent à peine à découvrir les livres et qui se disent ah trop cool et tout, j'essaye d'arriver
arriver. Et là, t'as les autres qui font non, de toute façon, t'es qu'une merde, t'as lu à Cotard, non, c'est bon. Non, nous ici, on lit des vrais livres en fait, ok. J'ai vite fait vu en fait comment ça s'est passé, j'ai fait ouf. Je vais bien continuer à lire mes livres dans mon cours, je vais continuer à en parler dans mes vlogs et tout, mais ça va s'arrêter là parce que moi je suis pas pour en fait aller dans des environnements un peu toxiques comme ça. Et je sais même pas en fait s'ils se rendent compte à quel point ils sont toxiques et à quel point du coup ça donne juste pas envie aux gens de se lancer sur TikTok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un cercle qui n'est plus vertueux. T'as de moins en moins de gens qui vont avoir envie de lire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, s'il y a moins d'intérêt pour un truc, il y a moins de budget de la part des maisons d'édition. Il y a moins de budget du coup pour faire des jolies couvertures, des belles trades, des traductions plus rapides, des éditions plus sympas et ci et ça. Je pense que je peux le vivre sur certains trucs, tu vois. De dire, ouais, bah moi je suis là depuis le début, moi j'étais là avant, moi j'aime ça depuis plus longtemps. Au lieu d'être dans cette espèce de haine constante de l'autre et de vouloir garder un truc pour moi, je vais essayer de penser sport en fait et de me dire bah en fait c'est bien pour l'équipe. C'est ma vision du truc, mais bon. Peut-être je suis vieille, je sais pas. Encore une fois, j'estime qu'il y a des sujets plus importants et des sujets plus graves actuellement que pour aller en fait s'insulter via TikTok interposé parce que telle personne a lu tel livre et que elle a pensé ça et pas ça et que machin, enfin bref, ça va au-delà de ça évidemment, hein, mais c'est... Donc voilà, donc du coup pour répondre à ta question, j'ai répondu de manière un peu plus large, mais je pense que c'était nécessaire parce que c'est un avis plus large que j'ai sur la question. Je ne me mettrai pas sur le BookTok, ça me fait prendre conscience que toute passion ou que tout petit plaisir n'est pas toujours bon à être partagé et d'ailleurs je vous invite à faire de même. Tout n'est pas bon à partager et ça peut être intéressant parfois de garder quelques petits jardins secrets. Comme moi par exemple, j'ai gardé le gaming pendant des années comme étant mon jardin secret. J'en ai jamais parlé à personne et le jour où je me suis sentie assez à l'aise, bah en fait j'ai commencé à en parler et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une communauté super au niveau du gaming et que je pense que c'est un peu plus... Enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est peut-être plus bienveillant. Et écoutez, nous avons fini de préparer à manger. Pour terminer, on a un petit filet de merlu avec une purée carottes, oignons, ail et lentilles corail, un petit peu d'épinards et du beurre et ça va être très très bon. Je pense que ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas fait de FAQ où je vous avais répondu de manière aussi sincère. Enfin, je sais pas si sincère c'est le mot, mais peut-être que c'est aussi la première fois que je parle de sujets aussi controversés, ou pas d'ailleurs, mais ça m'a fait du bien de peut-être parler de tout ça avec vous. J'avais envie de quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça change un petit peu d'habitude. Et quand je fais des longues séries de vlogs comme ça, c'est vrai que j'aime bien entrecouper par une vidéo un peu FAQ parce que c'est l'occasion aussi de faire un peu le point sur certains sujets. Évidemment, j'ai pas répondu à tout. Il y a des choses sur lesquelles je me suis laissé un droit de réserve parce que il y a des questions sur lesquelles je me sens incapable de répondre et qui sont vraiment trop perso. Donc je pense que vous le comprendrez. J'espère que ce vlogtobre un peu plus posé et encore pas tellement vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à demain dans un nouveau vlogtobre. Ciao! Si t'as pas encore vu mon dernier vlog, tu peux cliquer dessus pour aller le regarder et tu peux aussi aller me suivre sur Insta ou sur Snap évidemment puisque quand je ne poste pas de vlog, je suis souvent sur ces deux réseaux donc n'hésite pas.